Merci de cette fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Ce soir, plusieurs sujets. Le premier, cette polémique autour de la confiscation bien entendu, du passeport diplomatique de l'imam Mahmoud Diko. Aussi, nous allons commenter cette tentative, cette presque tentative de coup d'État menée par Prigojine, le chef de la milice Wagner. Nous sommes en Russie. La demande du Mali pour le retrait de la MINUSMA également, nous allons la commenter. Aussi, le résultat provisoire du référendum du 18 juin qui annonce la victoire du camp du oui à 97%. Voilà les sujets qui seront commentés par nos invités qui sont quatre. Le premier, M. Mohamed Cherif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. M. Haïdara, merci de retrouver le plateau de l'émission Regard croisé après une longue période d'absence. Tout à fait, c'est toujours un plaisir. Merci pour l'invitation. Deuxième invité, monsieur le maire Abdallah Yattara, il est du parti également un conseiller communal au niveau de la commune 4 du district de Bamako. Monsieur le maire, merci d'être autour de ce plateau. Je vous en prie, merci pour l'invitation et un clin d'œil à tous mes collaborateurs ici présents. Troisième invité, Cheikhoumar Soumano, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali qui a certainement oublié sa cravate ce soir. Il est coordinateur du baromètre tout de même. Soumano, merci d'être là. Bonsoir Barou, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis très heureux de retrouver le plateau après une longue période d'absence parce que j'étais en tournée aux États-Unis, en France et puis en Suisse. Et donc je profite pour faire un clin d'œil également à la diaspora des Maliens de ces différents pays-là. Qui suit en tout cas cette émission. Voilà, qui est très suivi d'ailleurs, surtout du côté des États-Unis et de la France. Et donc franchement pour leur dire qu'on les salue, on les remercie pour tout ce qu'ils font pour le Mali. D'accord. Quatrième invité, un nom difficile à prononcer, Elijah Debla, mais il doit être malais, nom de famille. Il est directeur de publication de ce média très percutant, un média social, je veux dire, de RP Média. Monsieur Debla, merci d'être sur ce plateau. Vous découvrez le plateau de l'émission Regard croisé. Tout à fait, merci infiniment de l'honneur que vous me faites de m'inviter sur ce plateau avec ces charmantes personnes autour de moi. Et puis, Elijah Debla. C'est un pseudo, hein? C'est un pseudo, au civil, c'est Yaya Malé. D'accord. Voilà, vous aurez compris que je viens de Bla et c'est ma seule fierté. Mais malien de l'extérieur. Voilà, malien établi en France. On va dire mes racines sont en France et en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. Mes parents y sont. Fils d'immigrés devenus immigrés, ayant des enfants immigrés. Voilà. Ce qui est quand même clair pour nos téléspectateurs, vous vous intéressez aussi au décryptage de l'actualité malienne. Ah oui, je suis très intéressé par l'actualité malienne. En fait, c'est mon quotidien. D'accord. Voilà. Je le disais tantôt, l'imam Mahmoud Diko s'est fait retirer cette semaine son passeport diplomatique à l'aéroport international Modibo Keïta Bamako Sénou, je veux dire. À son retour d'une conférence en Mauritanie, selon certaines indiscrétions, l'imam avait reçu ce passeport sous l'ancien régime, je veux dire le régime IBK. M. Haïdara, votre commentaire. Merci, M. Sidibé. Je remercie les téléspectateurs de la télévision de la diaspora malienne. Avant de répondre à ta question, je voudrais remercier l'ensemble de la diaspora malienne. Bien que tu aies un sujet particulier concernant le référendum, je les remercie d'avoir mobilisé et bravo. On a atteint les 97% de oui au sein de la diaspora. Il s'agit des résultats provisoires. Mais moi, je peux vous dire que chez nous, c'est définitif. Maintenant, à l'intérieur de chez vous, ici, il peut être provisoire. Pour la diaspora, c'est définitif. Donc, je les remercie là où ils sont. Et, Inch'Allah, on a d'autres questions qui restent entières. On va, Inch'Allah, soulever ça ensemble pour trouver une solution qui conviendra à tout le monde. Comment comprenez cette polémique née autour de la confiscation de ce passeport diplomatique de l'imam Diko? C'est une frustration, je crois, du gouvernement. C'est arrivé juste après avoir fait sa déclaration le vendredi passé. Et il faut comprendre que
Le gouvernement. Une mesure de représailles? C'est une mesure de représailles. Il faut appeler les choses par leur nom. Et l'imam a été président du Haut Conseil islamique. L'imam est un homme respecté à travers le monde. Si aujourd'hui on retire son passeport, si on retire son passeport aujourd'hui, c'est grâce à l'imam. C'est grâce à l'imam qu'il y a eu ce changement. Alors, ça ne nous grandit pas, ça ne nous honore pas de cet acte qui est ni plus ni moins un acte d'humiliation. Une acte d'humiliation à l'imam. Et je pense que ce bras de fer n'est pas souhaitable. Et je suis sûr que la raison va prévaloir. Quelqu'un qui a joué un tel rôle, et je pense qu'il pouvait être informé que son passeport est expiré, ou lui simplement écrire pour dire vous avez un passeport diplomatique, il faut le rendre. On n'attend pas à son retour d'un voyage, qui est d'ailleurs une conférence de paix en Nouakchott, pour qu'il prenne son passeport. La bonne approche était de l'informer, parce que ce passeport, quand on lui a donné, il n'a jamais été faire ses empreintes à la police. C'est eux qui sont déplacés pour venir le trouver chez lui à la maison. Donc c'est un signal qu'il y a un conflit entre l'imam et les dirigeants actuels. Donc je le conseillerais d'approcher l'imam pour qu'on en finisse avec ces comportements de guéguerre qui ne nous honorent pas, qui ne les honorent pas également non plus. L'imam, c'est quelqu'un qui a joué un rôle dans ce pays, il doit être respecté. On doit lui confier au moins, et je dirais, le minimum de respect. Donc je suis totalement contre le retrait de passeport, et tout ce qui est action prise dans cette rencontre, moi je suis contre. D'ici je salue l'imam de garder son calme, il est vieux, il est sage, il a participé au changement de ce gouvernement, de ce pays, et de rester dans ces cadres. D'accord. Voilà. Monsieur Abdallah, cette décision de confisquer le passeport diplomatique de l'imam traduit peut-être la hauteur de ce mur de méfiance qui s'est installé entre l'imam Dicko et les autorités de la transition, par exemple? Bon, moi je dirais, c'est comme en politique, bien qu'il s'agisse d'un religieux, j'appelle ça un peu le devoir d'ingratitude. Je crois que M. Dicko ne méritait pas un tel sort. Je crois qu'au regard de sa personnalité, au regard du rôle qu'il a joué dans l'avènement du 18 août, je crois que l'approche n'a pas été du tout méthodique. On aurait tout simplement attendre qu'il aille chez lui, lui demander tout simplement de rendre le passeport, il n'allait pas refuser. Et pourquoi c'est une telle personnalité, pourquoi l'humilier comme ça à l'aéroport? Je crois que ça n'a vraiment pas de sens. Je crois que c'est juste un règlement de compte. Au regard de sa dernière sortie, je place ça dans le cadre d'un règlement de compte, mais je crois que ce n'était pas la peine. Je crois qu'il fallait juste avoir la bonne approche, lui demander tout simplement de rendre le passeport. De toute façon, on l'a donné en tant que président du Haut Conseil islamique, et je crois qu'il est jusqu'à présent dans ce rôle-là, et je crois qu'il est toujours jusqu'à présent président du Haut Conseil islamique, et je crois que très honnêtement, la meilleure n'ici pas trop. D'accord. Voilà. Dicko a quand même tout de même réagi à la faveur d'une prière qu'il a faite dans sa mosquée à Badalabou. Oui, déjà moi quand j'ai écouté sa prière, moi j'ai été vraiment rassuré parce que on sent qu'il a prêché les bonnes paroles. Il a essayé d'amener à la raison. Et ça, c'est important dans ce contexte parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, vouloir se avancer, faire une analyse sans qu'il y ait un communiqué officiel, en général, moi, j'évite de porter un jugement tant que je n'ai pas tous les éléments. Ouais. Parce qu'en disant est-ce qu'il y a une frustration, est-ce qu'il y a un règlement de compte, peut-être qu'on peut aller vers des supputations, mais je m'en tiens uniquement à lui-même, ce que lui-même a fait comme sortie, comme commentaire. Enfin, il a quand même prêché la bonne parole. Et je pense que finalement, on est en alignement là-dessus que la raison prévale sur tout ce qu'il y a et que les uns et les autres s'entendent parce qu'en tous les cas, je pense que le Mali aujourd'hui... L'imam lui-même a laissé entendre qu'il s'agit purement simplement d'une mesure de représailles. Bon, moi, je n'ai pas écouté cette partie. Okay. Ce que j'ai entendu, j'ai vu les bonnes paroles qu'il a prêchées en disant, bon, vraiment, il a vraiment rappelé à la raison. Et moi, j'ai apprécié ce test de faire-là. Donc, en tous les cas... Peut-être que les autorités vont se prononcer un jour pour dire quelle est la raison. En ce moment, on pourra peut-être en ce moment porter un jugement. Le monsieur Debla, quelle réaction? Moi, ma réaction, c'est que il y a quand même il y a eu plus de 5000 personnes tuées par l'insécurité dans notre pays depuis 2013. On vient d'organiser
un référendum qui n'a pas pu avoir lieu concrètement dans les faits partout comme on veut. On a des déplacés, en fait on a des vrais problèmes. Là c'est qu'un passeport diplomatique, moi j'en ai pas. Je vais quand je veux à Paris, je reviens, je vais quand je veux aux États-Unis, partout où je veux. Et je pense que l'imam Dicko Oui, aussi. vous ne vous appelez pas l'imam Mahmoud Dicko aussi? Oui, j'en viens. En fait, quand on veut poser des actes, il faut respecter deux choses. Oui. Aujourd'hui au Mali, il faut éviter de diviser les Maliens. Si ce retrait de passeport divise les Maliens, c'est vrai que la méthode, on aurait pu choisir une meilleure méthode. Quand on lui donnait son passeport, ça n'a pas été médiatisé. Quand on devait lui retirer, on aurait dû lui retirer le passeport dans la même discrétion avec laquelle on lui a donné, pas dans un aéroport. Bon, après ça, c'est un jugement. Il faut éviter de diviser les Maliens sur le moindre sujet. Et il faut aussi éviter de s'affranchir des règles de justice. Est-ce qu'on a enfreint aux règles de justice en territoire malien avec ce retrait-là? Si oui, c'est grave. Sinon, on passe. Est-ce qu'on a divisé les Maliens avec cette méthode de retrait du passeport de l'imam Dicko? Si oui, c'est très grave. Sinon, on passe à autre chose. On a des vraies patates chaudes sous la main. Voilà, on va trouver une solution rapide. Pour moi, c'est un épiphénomène. C'est pas ce qu'il y a de plus grave. Voilà. Si on n'a pas divisé les Maliens, si on ne s'est pas affranchi des règles de justice, tout va bien. Avec si que des châteaux en Espagne. Selon plusieurs sources crédibles, le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, mènerait en ce moment même une offensive à l'intérieur de la Russie et menacerait d'aller jusqu'à Moscou dans le but de renverser le commandement militaire avec lequel il est en conflit depuis plusieurs semaines. M. Haïdara, une réaction encore? Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose rapidement par rapport au passeport de l'imam Dicko. L'imam, au-delà de ce qu'il est, il est actuellement un membre permanent à vie de la Oumma islamique. Il n'y a que deux en Afrique, un Mauritanien et un imam. Si on retire un passeport diplomatique malien, demain il peut avoir un passeport diplomatique de l'Arabie Saoudite, de la Mauritanie ou d'ailleurs. Donc c'est vraiment pas important un passeport pour l'imam, il peut l'avoir. Donc je veux juste que les gens comprennent que c'est passé. Lui-même il a lancé un appel de calme qu'on va dans ce sens, c'est ce qu'on a besoin. L'imam n'a pas besoin de passeport diplomatique, c'est pour malien, il peut avoir plusieurs passeports diplomatiques. En ce qui concerne la Russie, moi j'avoue que j'ai eu du mal à dormir. Et je dis sur ce plateau ici, nous avons violé les règles d'un pays qui est un pays non aligné. On ne devrait pas s'aligner derrière un seul pays. Et nous l'avons fait. On a repris exactement là où Modibo Keïta a laissé les relations avec la Russie. Cela ne nous empêchait pas d'avoir des relations avec d'autres pays. Mais nous avons affiché totalement notre adhésion à la Russie. Du coup, l'ennemi de mon ennemi devient mon ami et l'ami de mon ennemi devient mon ennemi. Je dis il faut l'éviter. Et ce qui s'est passé hier et qui continue aujourd'hui nous pose des questions, savoir que qui répondrait de ces coopérants maliens, coopérants russes qui sont au Mali. Est-ce que désormais ils vont répondre de Prigojine ou ils vont répondre de Poutine? Sauf que le pouvoir russe est en place à l'instant où on parle. Mais attends, le pouvoir russe est en place, mais si ceux qui sont là, nous avons entendu dire ce qui a dit... Vous êtes dans des hypothèses? Oui, je suis dans des hypothèses. Allez-y. Je suis dans des hypothèses. Parce que si certains disent que c'est des coopérants qui sont chez nous, d'autres disent, y compris Poutine et les autres, que non, ce n'est pas des coopérants, c'est une société de sécurité militaire. Les Américains en ont actuellement des sociétés de sécurité militaire au Burkina Faso. Mais on n'a pas entendu quelqu'un dire un mot par rapport à cette société au Burkina. Mais il y a eu une fixation sur cette société de sécurité militaire qui sont au Mali. Et celui dont tu viens de mentionner le nom, ses déclarations aujourd'hui, c'est clairement il veut la tête de Poutine. Ou on accepte ce qu'il dit, ou il va aller jusqu'au bout. Sauf qu'il n'a pas réclamé la tête de Poutine, mais plutôt le chef du département de la défense. Mais attends, qui pour est, être clair, qui est le patron de la défense? Poutine est il est dépositaire. C'est Poutine, c'est le chef suprême de l'armée. Donc le malaise est profond. Oui. Et ça vous inquiète?
Sérieusement. quant au sort du Mali? Ça m'inquiète, sérieusement, parce que nous n'avons pas besoin de ça actuellement. D'accord. On a beaucoup de fronts et ceux qui nous aident aujourd'hui à stabiliser le Mali, si ceux-ci ne savent plus vers qui se tourner pour prendre pour des instructions et des décisions à prendre, ça devient problématique. Monsieur Yatra, est-ce que vous pouvez aider nos téléspectateurs à mieux lire cette situation en Russie? Bon, je crois que nous sommes, pour un peu rebondir sur M. Aydara, je crois que nous sommes toujours dans le non-alignement. Je crois qu'avec le respect du choix de nos partenaires stratégiques, qui a prôné dans les 3 piliers qu'il a cités, il a toujours le respect, le choix de nos partenaires stratégiques. Je crois qu'on n'est pas totalement alignés, militairement pour la Russie, mais économiquement, nous sommes sur d'autres cieux. Je crois qu'on n'est pas tout à fait derrière la Russie dans la totalité. Et je crois que ce retour, moi je peux le classer peut-être dans ce qu'on appelle le retour de l'ascenseur à l'envoyeur ou bien peut-être la rosière arrosée. Et je crois qu'il veut la tête le chef de Wagner veut la tête du chef d'état-major général des armées, le ministre de la Défense. Ouais. Effectivement, Poutine reste le chef suprême des armées. Bon, peut-être qu'il a eu des erreurs de, comme on le dit très souvent aussi au nord, par rapport aux erreurs de GPS là. Donc peut-être qu'on a dû bombarder cette troupe par erreur. Donc il s'est rébellé maintenant contre son tuteur. Et je crois qu'il faut essayer peut-être, moi je ne crois pas trop à cette réalité. Oui. Très honnêtement, voir Wagner se rébeller contre la Russie, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Est-ce que ce n'est pas peut-être quelque chose de monté en arrière-plan pour que peut-être Poutine puisse avoir peut-être les renseignements nécessaires par rapport aux Occidentaux, parce que dans cette manière, les Occidentaux vont essayer d'appuyer Wagner aussi. Wagner aussi a l'épée sur la tête, l'épée de Damoclès. Wagner est poursuivi partout pour crimes contre l'humanité, au Mali, en Angola, en RDC. Et je crois que peut-être en s'alignant aussi, en s'attaquant aussi peut-être à la Russie, peut-être que Wagner aussi veut s'approcher peut-être d'une éventuelle poursuite avec la CPI. Je crois qu'il faut essayer d'analyser plusieurs quand même paramètres à avoir dans ce retour de Wagner contre son tuteur. Je crois que wait and see. Soumano, comme un coup péré, on a tous appris cette nouvelle, cette décision de Prigojine de marcher sur Moscou. Stratégiquement, quand on regarde un peu la posture de Poutine, un homme très avisé, très intelligent, moi je serais tenté de souscrire à la thèse développée tout à l'heure par mon ami Yatara, parce que pour moi, ça paraît très facile qu'il y ait ce retournement de situation. Parce que je me dis, le pouvoir russe est très, très avisé, assez circonspect et pourra se préparer à toute éventualité. Vous avez vu quand il a son retour au pouvoir, comme il a fait, la technique qu'il a mise en place sans violer la Constitution, il s'est mis Premier ministre alors que c'est lui qui avait le pouvoir. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille vers un scénario tel que développé par Yatara. Mais qu'à cela ne tienne, si d'aventure, il s'agit véritablement d'une rébellion. Et enfin, tout à l'heure, les chiffres que j'ai vus, j'ai comme l'impression que en tout cas la partie rebelle est en train de mordre de la poussière, hein, parce que les informations que j'ai vues voient que certains combattants du côté rebelle sont en train véritablement de quitter carrément Rostov, qui est la partie problématique aujourd'hui en Russie. Mais en tous les cas, pour le cas du Mali, je pense qu'il faudrait on doit prier que très rapidement la situation s'arrange, parce nous, le Mali, aussi sur plusieurs fronts. Sur plusieurs fronts déjà, on va revenir là-dessus avec la demande de retrait de la MINUSMA. Aussi, c'est sûr qu'avec la problématique de l'accord d'Alger et tout ça, donc il faudrait que nous ayons en tout cas ce soutien qui puisse nous permettre d'atteindre les objectifs que les autorités de la transition se sont fixés. Voilà, ça c'est mon point de vue. Monsieur Malé, est-ce qu'on doit retenir nos souffles ici au Mali? Bien sûr, moi je pense qu'on est à 9300 km à peu près de Bamako, Moscou, ça fait à peu près 9300 km. Mais l'onde de choc nous touche parce que si on fait un peu d'historique, il fut un temps où les médias français et la diplomatie française, même américaine ou européenne, affirmaient avec des preuves ou pas que le groupe paramilitaire russe était à Bamako. On a même vu des tentatives d'images, etc. Et ça a toujours été contredit par les plus hautes autorités maliennes. Sauf que, à l'intérieur du Mali même, des voix officielles, si je considère que le Conseil national de transition est un organe officiel et que ses membres sont quand même régis
une certaine discrétion, ou en tout cas quand il parle, il porte une certaine voix. C'est pas comme un citoyen lambda. Et il y a plusieurs membres du CNT qui ont affirmé à maintes reprises que Wagner était présent au Mali. Et du coup, je me pose la question suivante. Quand la France l'a dit, les États-Unis, l'Europe, ça a été démenti tout de suite au plus haut sommet. Et ces gens n'ont jamais été remis en question. On ne leur a pas demandé de démentir et on n'a pas démenti. Du coup, si je fais confiance à mon CNT, que je fais confiance aux plus hautes autorités de l'État, je me dis qu'il y a Wagner et il y a l'État russe. Et là, ça fait un problème. Si en Russie, ils s'entretuent, qu'est-ce qui va se passer sur le territoire malien? Du coup, M. Haïdara dit qu'il n'a pas pu dormir. Bon, moi j'ai dormi, mais j'aurais aimé avoir une position plus claire. C'est que j'aurais aimé savoir concrètement, y a-t-il Wagner ou pas? Si je m'en tiens aux autorités, l'exécutif, il n'y a pas de Wagner, il y a des coopérants russes. Si je m'en tiens à certains membres du CNT, il y a les Russes. Et il y a quelqu'un qui a dit que, en fait, on essaie de... C'est vous qui avez dit que Wagner, ils sont un peu traqués de partout. Mais quand la France est intervenue au Mali en 2013, le MNLA était esselé et avait fait un mariage avec Ansar Dine, qui est une organisation terroriste reconnue mondialement. Et la France avait demandé aux membres du MNLA, vous savez, quand vous êtes associé à un djihadiste, vous êtes djihadiste. Voilà. On leur a demandé de divorcer. De la même manière, si Wagner continue sur cette voie, ils se font récupérer par les autres qui veulent voir la Russie à terre. La Russie à terre avec ou sans Wagner au Mali, c'est une inquiétude pour le Mali, parce que le Mali, contrairement à vous, moi je pense que le Mali n'est plus non aligné. Le Mali est aligné. Le Mali a choisi son camp. Traditionnellement, le Mali ne choisit pas son camp, on a toujours été non aligné. Et les États-Unis n'ont pas apprécié le fait qu'on sorte de ce carcan de non aligné. Et donc, plutôt ça va se tasser, mieux c'est, parce que sinon on sera obligé, au fur et à mesure que ça va monter crescendo, prendre une position et ça va nous mettre à découvert. Et voilà, c'est pas Est-ce qu'il pourrait aussi s'agir d'un coup de bluff entre Poutine et Prigojine, par exemple? Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne parle pas russe. On est en train d'analyser. Voilà, mais on a vu quand même le chef de Wagner faire une déclaration, va-t-en-guerre. On a vu Vladimir Poutine, c'est rare Vladimir Poutine qui réagit du tic au tac. Oui. Et donc qui décide de prendre la parole immédiatement pour réagir à Wagner. Et ensuite, j'ai suivi un compte qui traque les vols aériens, qui dit que l'avion personnel de Vladimir Poutine a fait un déplacement vers une résidence. En fait, il a plusieurs résidences. Oui. Donc apparemment il est allé se bunkériser, et cet avion a un dispositif qui permet de contrôler la défense aérienne ou la défense traditionnelle russe. Donc en fait c'est pas de la fiction. Après, si c'est une stratégie, ça veut dire que Vladimir Poutine c'est le plus grand stratège de toute l'histoire de l'humanité. Okay. Voilà, j'y crois moyen. Pour rester toujours hors du Mali, tout en restant au Mali, c'est effectivement devant le Conseil de sécurité de l'ONU que le chef de la diplomatie malienne, Ablaye Diop, a demandé sans détour et sans embâche le retrait sans délai de l'aménagement du Mali. Monsieur Haïdara, comment vous avez accueilli cette annonce prononcée par le ministre Diop, suivi par ce communiqué du gouvernement, le retrait sans délai de l'aménagement? Honnêtement, Barou, à chaque fois que j'entends qu'un de nos responsables est au tribunal des Nations Unies, ça commence à m'inquiéter. Et le retrait de l'aménagement est dû à une frustration, demande sans délai, je peux bien dire. Hein. Oui. C'est dû à une frustration qui s'est rajouté aussi à un événement. Il y a longtemps, le gouvernement malien a demandé de revoir l'engagement de MINUSMA au Mali. Et les conseils de sécurité, pour des raisons d'autres membres, n'ont pas voulu. Ils sont venus pour s'interposer, mais pas pour combattre le terrorisme. Donc cette demande refusée plus de 3 fois. Oui. Ça n'est s'ajouter au rapport de Moura. Alors le rapport de Moura, ça a été inacceptable pour le gouvernement malien. Oui. Et comme si tu entends faire une enquête dans un pays, c'est parce que tu es là. Donc si vous venez faire un rapport chez nous, contre nous, on vous demandera de partir. Mais il faut également mentionner qu'ils rejettent ces rapports, mais ils n'ont pas rejeté le rapport de Bounty. C'est bien ça, c'est bien Bounty. Ils ont trouvé que le rapport de Bounty était correct. Alors,
nous avons créé... Je rappelle que ce rapport de Bounty accuse la force Barkhane d'avoir justement, mais bombardé le gouvernement, des forains. Hein? Ouais, le gouvernement l'a accepté et n'a pas contrôlé. Donc, nous avons fait suffisamment de déclarations qui ne servira pas à court terme ou à moyen terme le Mali. Nous avons traité Guterres de menteur. Nous avons traité Alassane Ouattara, le président ivoirien, de vieux dribbleurs qui dribblent et qui gardent les ballons. Nous avons traité Imbalo, il est quoi, le président de la CEDEAO ou c'est quoi son poste là? Président de la CEDEAO, de mégalomane. Nous avons traité, encore aux Nations Unies, Macron, le président de la junte française. Et nous avons traité Bazoum, le président nigérien, d'un étranger. Vous savez, en matière politique et diplomatique, ça se paye. Il peut avoir une rétention de réaction quand l'événement se produit, mais il faut toujours te dire qu'ils vont attendre un moment où on doit payer. Maintenant, nous demandons le départ de MINUSMA sans délai. Et nous savons tous que la MINUSMA ne peut pas partir aussi rapidement que ça. Et il faut faire aussi attention, le pays qui compose la MINUSMA, 55% de ces militaires, ce sont des militaires africains. Il y a eu 306 morts au Mali. Tu as 24 Togolais, tu as 25 Burkinabés, tu as 25 Nigériens, tu as 17 Égyptiens, tu as 16 Sénégalais. Donc, nous avons, si tu veux, au total de 13 244 qui sont là, qui sont police et militaires. Le départ de ces militaires, juste après notre référendum, nous avons des élections présidentielles prévues en mars. Oui. C'est bien en mars. Et il y a une résolution des Nations Unies du 29 juin à son point 14 qui stipule qu'en aucun cas, Assimi et le Premier ministre peuvent être candidats. J'ai même vu une déclaration des États-Unis en disant qu'aucun membre de la transition ne peut être candidat. Alors, la CEDEAO a été toujours instrumentalisée par les Nations Unies. Ils ont une réunion le 19. Donc, nous, aujourd'hui, alhamdulillah, on va rentrer dans la 4e République. J'aimerais, notre souhait, oui, honnêtement, se trouver un compromis avec les Nations Unies pour le départ de la MINUSMA. C'est vrai qu'ils n'ont pas été du tout à la hauteur de ce qu'on les a demandé. Bien entendu qu'ils ont quand même réussi à la participation du mouvement signateur à rendre le gouvernement. Oui. Mais si tu regardes l'argent qui a été dépensé pendant ces 10 ans, la communauté internationale a dépensé 7 milliards 200 millions de dollars. Je crois qu'avec 7 milliards 200 millions de dollars, on aurait pu régler le problème d'infrastructure, réduire la pauvreté, et beaucoup de gens ne vont pas aller dans le terrorisme pour manque de ressources. Monsieur Yatara, trouvons une solution. Merci bien. Une demande justifiée. Justifiée, j'y reviendrai tout de suite, mais juste permettez-moi de dire que l'Union soviétique, la Russie, tout récemment, demeure le premier partenaire militaire du Mali, et la France demeure le premier partenaire économique du Mali, nonobstant nos difficultés entre les deux pays aujourd'hui. Quoique le Mali est non aligné, on n'est pas aligné militairement, on est aligné militairement derrière la Russie, mais économiquement, on est aligné quelque part. D'accord. Pour revenir à votre question, je dirais que je me pose la question. En réalité, est-ce que le Mali avait le choix de demander à ce que la MINUSMA reste? Je ne pense pas. Je me fonde sur 2 analyses. La première analyse, c'est le discours du chef de la MINUSMA à l'entame du début de la réunion du Conseil de sécurité. Il a dit ceci, d'abord il a campé les missions de la MINUSMA. Parce qu'en réalité, il y a une différence de lecture entre les missions de la MINUSMA telles que la MINUSMA l'entend, telles que les Nations Unies l'entendent, et aussi la compréhension aussi des autorités maliennes. Il a dit la mission de la MINUSMA s'articule autour de 3 points. C'est quoi? C'est accompagner le Mali dans la mise en accord de l'accord de paix d'Alger, du processus d'Alger. Deuxièmement, c'est accompagner politiquement la transition. Et troisièmement, c'est aider le Mali à la stabilisation des régions du centre. Et il poursuit en disant qu'il faut 4 critères de référence pour que le Mali puisse, pour qu'on puisse renouveler le mandat de la MINUSMA. Oui.
Et ces 4 critères de référence, c'est quoi? Premièrement, c'est évaluer l'avancement de la transition politique conformément au programme électoral. Ça, c'est déjà fait. On est peut-être un peu en retard par rapport au programme électoral, parce que le référendum devrait se tenir au mois de mars, mais peut-être on est à 2 mois de retard. Mais on est dans le chronogramme. Le deuxième critère de référence, il demande quoi? L'évaluation du progrès accompli dans le cadre de l'application de l'accord d'Alger. Par rapport à ça, nous sommes en retard effectivement, parce qu'il faut effectivement la nouvelle constitution là pour que certaines dispositions de l'accord d'Alger puissent être appliquées. Le troisième critère de référence, il demande quoi? Il demande la liberté de circulation, y compris des moyens de surveillance, de renseignement et de reconnaissance nécessaires à la sécurité des soldats de l'aménagement. Le Mali n'est pas dans ces dispositions-là aujourd'hui, on le sait. Et quatrième critère de référence pour terminer, il demande quoi? Il demande à ce qu'on puisse s'assurer de la capacité d'exécuter l'intégralité du mandat de l'aménagement, y compris les dispositions relatives aux droits de l'homme. Ouais. Voyez-vous, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies enchaîne, de par son discours, il demande quoi? Il dit ceci, il dit que l'aménagement ne peut pas accomplir sa mission dans de telles conditions tant que les 4 critères de référence que j'ai précisés ne sont pas accomplis. Ouais. Voyez-vous, ces 2 déclarations, ces 2 discours ont précédé le discours de M. Diop lorsqu'il a demandé le retrait de l'aménagement. Mais est-ce qu'en analysant ces deux discours, est-ce que le Mali avait le choix? Je crois qu'en voulant peut-être, le Mali peut-être a anticipé en demandant le retrait de l'aménagement, mais à l'analyse de ces 2 discours-là, je crois que le Mali n'avait pas le choix. D'accord. Cheikh Oumar. Merci. Vous savez, moi je voudrais rappeler des conditions prévues du point de vue du droit international de retrait d'une mission. Actuellement, le cas que le Mali a mis en œuvre, c'est la même chose qui se fait en RD Congo. Je le rappelle, la RD Congo est en train de demander le retrait aussi de la MINUSCO. Donc ça veut dire qu'en règle générale, il y a 3 manières pour un État de demander le retrait d'une mission. La première manière, généralement, c'est de plein gré, unilatéralement par la mission elle-même. Par exemple, la MINUSMA pouvait décider de partir. La deuxième manière, c'est de gré à gré, c'est-à-dire les 2 parties s'entendent et les conditions sont prévues dans un acte bilatéral. Et la troisième manière, qui est la moins connue et qui se fait, qui a rendu le Mali très célèbre, c'est lorsque la partie cliente plutôt demande le retrait. Et c'est possible. Et généralement, ça se fait conformément à la politique interne et des intérêts du pays. C'est clair. Ça, il n'y a pas d'embâche là-dessus. Maintenant, quand il y a cette demande qui est formulée, évidemment, il faut que le Conseil de sécurité puisse se prononcer là-dessus. Donc, et là, comme l'État malien demande, on va se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Les gens disent, oui, il y a l'histoire d'imposition. Il ne peut pas avoir d'imposition de mon point de vue. Pour moi, cette question est actée. Par contre, là où on peut négocier, c'est de dire dans quel délai l'aménagement peut se retirer. Ça, c'est négociable. Sinon, pour ce qui concerne le départ, de mon point de vue, dès l'instant que le Mali a demandé, pour moi, c'est acté. Et le Conseil de sécurité ne va pas imposer cela au Mali, de mon point de vue, car même si c'est le cas, le Mali a la possibilité d'attaquer cette décision, cette résolution au niveau de la Cour internationale de justice. C'est extrêmement important. Maintenant, ça se passe au Mali actuellement et ça se passe au niveau de la RD Congo. Et c'est la troisième condition que j'ai indiquée tantôt qui est mise en branle pour la demande de retrait de ces deux missions. Maintenant, concrètement, vous savez, quand on regarde les rapports entre la MINUSMA et le Mali, il y a trop de méfiance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si la MINUSMA venait à rester, est-ce qu'elle serait elle-même à l'aise? Parce que quand vous êtes censé travailler avec un partenaire qui se méfie, qui considère que vous êtes en train de lui créer, de chercher à avoir le pouce sur la tête, ça crée un sentiment de méfiance. Et donc, pour moi, j'ai lu effectivement beaucoup de commentaires d'anciens ministres des Affaires étrangères, d'anciens politiques, etc., en expliquant des chiffres qu'on a entendus ici et là. Mais le plus important, c'est de dire, est-ce que tout cela n'a pas été mis dans la balance? Est-ce que si cette décision a été prise, est-ce que quelque part, on n'a pas pesé tout ça en essayant même de voir tout ce qui peut avoir comme conséquence. Certains même parlent de questions d'emploi, comment on va gérer les emplois. Et d'autres parlent des impôts, des marchés qu'on donne au secteur privé, tout ça. Mais de mon point de vue, si une décision a été prise, il faut se dire peut-être que tout cela a été pris en compte. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à la demande de retrait de la commission. Debla. Moi, je veux m'exprimer sur 2 aspects. Allez-y. Voilà. Le premier aspect, c'est la dimension spatiale de la MINUSMA au Mali. Elle est sur 12 sites. Donc au nord, Kidal, Tessali, Taguelo. Au sud, Bamako. À l'est, Menaka, Ansongo. À l'ouest, Tombouctou, Ber, Gundam. Au centre, Mopti, Sévaré, Douanza.
Et quand on regarde les effectifs, on a quand même plus de 17 000 personnes, presque 12 000 militaires, 1588 policiers, 1792 civils, dont plus de 800 qui sont nationaux, 754 étrangers et 179 volontaires. Ça veut dire que même si on veut, toute l'humanité veut, il ne peut pas dégager sans délai. Première chose. Deuxième chose, on ne peut pas analyser la question du retrait de l'aménagement. Monsieur le maire a ébauché un peu dans le point 1 de la raison de la présence de l'aménagement. En fait, si vous parlez de l'aménagement, vous parlez du discours de Abdoulaye Diop, vous analysez la réaction des États-Unis. Si vous ne parlez pas de l'accord d'Alger, vous êtes à côté de la plaque. Ça veut dire que grosso modo, la seule chose qu'il faut retenir du discours d'Abdoulaye Diop aux Nations Unies, c'est que l'accord d'Alger est caduc, premier point. Deuxième point, levée de bouclier. Vous avez tous lu la réaction du CSP, qui est un organe des groupes signataires, le cadre stratégique permanent. Et ils disent quoi? Ils rejettent la nouvelle constitution. Or, cette nouvelle constitution, il y a certains éléments dedans, dont la question des chambres. Les premiers qui l'ont révoqué, même la notion de refondation du Mali, le premier document qui en parle, c'est l'accord d'Alger. Et donc, les groupes signataires devraient analyser ces réformes institutionnelles comme étant des demandes acceptées émanant de l'accord d'Alger. Et donc, les conséquences, c'est quoi? C'est que s'il n'y a plus de MINUSMA, l'aménagement est au secrétariat du CSA, qui est le comité de suivi de l'accord d'Alger. Vous enlevez l'aménagement, en gros, vous enlevez l'un des observateurs, l'une des personnes qui sont là pour contrôler l'application, je ne dis pas de l'accord d'Alger, de son application. Et les groupes signataires, c'est clair aujourd'hui. Il faut considérer l'accord d'Alger comme un accord de non-agression en matière de défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'on a signé, on a dit, vous ne faites plus la guerre. D'où la notion de stabilisation dans la définition de l'aménagement, des missions des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. La stabilisation, c'est l'application de l'accord d'Alger. Si le Mali décide de mettre l'aménagement militaire, il faudra se préparer à la guerre, parce que les groupes signataires se sont réarmés entre-temps pendant l'effectivité de l'accord de non-agression en matière de défense. Ils vont reprendre les armes. Je n'espère pas. L'armée malienne aussi s'est armée entre-temps. Oui, mais la guerre, en fait, ça, ceux qui font la guerre, ils sont les plus légitimes à parler de la guerre. Vous et moi sommes civils. D'accord. Moi, je suis analyste chez vous, les autres sont là, on est bien. Il y a la clim qui fonctionne. La guerre, ce n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas une guerre qu'on fait contre des étrangers. Et même si ça avait été contre des étrangers, je serais contre. Et encore, la guerre entre nous et nos frères, ça a trop duré. Je vous ai dit au début qu'il y a eu plus de 5000 personnes qui ont été tuées, civils, djihadistes et militaires sur notre territoire depuis 2013. D'accord. Allez-y très rapidement. Et je crains sérieusement le départ de MINUSMA sans délai. C'est dû à une frustration, je l'ai mentionné tantôt. Mais ce que je crains pour nous, avec ce départ de la MINUSMA, que Kidal devient ce qui a été l'Israël au sein de pays arabes. La communauté internationale, écoutez-moi très bien, n'acceptera pas d'être humiliée comme ça. On ne peut pas humilier la France et humilier les Nations Unies. Donc faisons très attention. On a fait une grosse erreur depuis en 2012. Moi j'étais à Ouaga. Pas dans la mission, mais ça m'a trouvé là-bas. On ne devrait jamais signer cet accord. Du moment où on a signé cet accord, en 2015, c'est le même Abdoulaye Diop là qui était l'artisan de l'accord. Non, c'est vrai que Dramé y était à l'époque. Non, à Ouaga, c'était avant 2015. Avant 2015. Ouaga, c'était en 2012. L'accord préliminaire. Voilà, l'accord préliminaire. C'est la suite de l'accord préliminaire qu'on a signé en 2015. À Bamako. C'est Woul Sidat, dont j'étais l'un de ses conseillers, qui a signé cet accord au nom de groupe. Donc aujourd'hui, nous avons 306 morts, 7 milliards 200 millions de dollars dépensés. Et nous avons, ça c'est la France, nous l'avons humilié. Maintenant, nous allons humilier les Nations Unies, l'ensemble des Nations Unies,
faisons attention. Mais en quoi, s'il vous plaît, quoi une demande de retrait est assimilable à une humiliation, par exemple, sans délai. Si tant est que la présence même de cette force est conditionnée à l'accord du pays d'accueil. Non, elle est sans délai. Oui. Sans délai, là, c'est humiliant. Nous nous mettrons d'accord, nous demandons le départ de la MINUSMA le plus vite possible. D'accord. Mais dire que nous vous demandons de partir sans délai, c'est ça. Non. Ok, allez-y, très rapidement. Je voulais juste dire que ce n'est pas un tabou. Toute la communauté internationale contre le Mali. Nous avons besoin de la MINUSMA pour certifier nos élections. D'accord. 30 secondes, allez-y. Moi, je voulais juste dire que ce n'est pas un tabou de virer Joël Meyer, de virer la Barkhane, de virer la MINUSMA. Mais, en toute chose, il faut une méthode. Comme je l'ai dit pour l'imam Diko, pour son passeport, il faut une méthode. Si on a la méthode et l'alternative à la MINUSMA, moi, j'applaudis. Si on ne l'a pas, c'est inutile. Allez-y, moi, je reviens. Je disais, moi, je ne vois pas l'humiliation tout comme ça. Moi, je dis, c'est les règles diplomatiques. Hein. Mais ce qui est sûr, je pense que il y aura des discussions par rapport aux conditions de retrait. Ça, je suis presque sûr de ça. Parce que techniquement, même sans délai, c'est quoi sans délai? Sans délai, on peut même le mettre 6 mois, 1 année, tout ça, c'est pas sans délai. Mais il faut, j'espère bien. Voilà, non, de mon point de vue, il ne faut pas prendre les mots tels qu'ils sont, mais de mon point de vue, il y aura toujours un temps de retrait, ça c'est clair. D'accord, allez-y. C'est des termes diplomatiques. Voilà. C'est comme un magistrat quand il fait un PV du tout au regard des indices graves et concordants. C'est dans tous les PV. Ça aussi, sans délai, c'est dans tous les. C'est des termes diplomatiques. Mais le Mali aussi a ouvert la porte. Hein. Le Mali dit le MINUSMA se retire sans délai, mais on a ouvert avec les Nations Unies à une alternative. Vous avez entendu ce qu'a dit l'ambassadeur américain? Si, je l'ai écouté. Alors, on n'en avait pas besoin, on n'avait pas prononcé sans délai. L'ambassade des États-Unis n'allait pas dire ce qu'elle a dit. En tout cas, c'est un dernier tour de table. Selon les résultats provisoires rendus publics ce vendredi par l'autorité en charge des élections ici au Mali, on peut affirmer sans risque de se tromper que les Maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle constitution. Il s'agit des résultats provisoires prononcés par l'EJ, M. Aïdara. Et c'est vraiment une très grande satisfaction. Nous sommes dans le dernier tour de table. C'est une satisfaction. Et nous nous sommes mobilisés ici à Bamako pour le rassemblement qui a eu lieu au 26 mars. Et tous les pays de la diaspora, ils sont mobilisés. Mais nous avons constaté un fait qu'il va falloir corriger rapidement. Oui. Et les Maliens ont voté sur la base du fichier électoral, qui est 8 400 et quelques mille électeurs. Et dans ce fichier électoral, les Maliens établis à l'extérieur, Elisa et moi, nous ne sommes que 452 900. C'est inadmissible. Mais nous allons demander qu'il y ait un enrôlement ou un enregistrement des Maliens exceptionnels pour les 2 mois à venir, pour permettre à la diaspora d'augmenter le nombre de participants. Il y a beaucoup de gens qui ont été qui n'ont pas pu voter. Parce que quand on les a dit vous pouvez voter avec votre carte d'identité, votre passeport, pour eux, tu viens avec la carte d'identité, le passeport, tu votes. Alors que quand il y a une liste qui est préalablement établie. Et cette liste-là, on est 452 900. Moi, j'ai été voté à Niamey, parce que là où je suis arrêté. Oui. Donc, le oui, la majorité écrasante de 80, je dirais même plus que ça, au sein de la diaspora. Donc, nous nous en félicitons. On espère, Inch'Allah, dès la proclamation par la Cour, sur la Cour constitutionnelle, et la semaine prochaine, et nous allons attendre quelques semaines et nous allons nous attaquer à l'article 46 que nous trouvons discriminatoire, qui empêche un Malien établi à l'extérieur de déposer sa candidature aux élections sans se défaire de l'autre. Deuxième nationalité. C'est pas moi qui est candidat ou lui, mais nos enfants. Ils n'ont rien fait pour ça. Donc je félicite vraiment la diaspora pour cette mobilisation grandiose et je lui dirais bravo. Ça n'arrive pas souvent qu'on assiste à un référendum dans son pays, qu'Allah garde ce pays et qu'Allah fait en sorte que cette 4e République soit l'une des meilleures, une république au sein de laquelle on aura un Mali uni, indivisible, émergent et en paix. M. Abdallah, 97% des voix. La Russie a inspiré le Mali, on parle de... Pas la Russie, mais l'Union soviétique, l'Union soviétique. C'est quand même pas une victoire à la soviétique. Mais en analysant, je parle d'abord sur un concept, c'est que selon le président de l'EJ, il a eu élection sur toute l'étendue du territoire, dans les consulats, dans les ambassades. Il a dit, excepté 1221 bureaux de vote.
Maintenant, ces 1221 bureaux de vote se trouvent où? On attend peut-être le détail au niveau de la Cour constitutionnelle pour savoir ces 1200 bureaux de vote, 229 bureaux se trouvent où? Dans la région de Kidal ou autre. Je suis partisan du oui, je suis fier que le oui ait gagné, avec un taux de 97% et un taux de participation de 39,4%. Et jusqu'à présent, le défi du taux de participation reste encore à relever. Depuis 1992, l'avènement de la démocratie jusqu'à aujourd'hui, le principal défi de la démocratie, c'est le taux de participation au Mali. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à atteindre la barre des 50% et aller au-delà. Et je crois que le problème se trouve à quel niveau? On a tenté toutes les formules, mais jusqu'à présent, l'indifférence des uns et des autres par rapport à l'élection demeure toujours. Je crois qu'il va falloir vraiment trouver une solution à ça. Maintenant, les dossiers doivent être envoyés, les PV doivent être envoyés au niveau de la Cour constitutionnelle. Oui. Et que la Cour constitutionnelle, je ne sais pas s'il y a des requêtes du canon au niveau de la Cour constitutionnelle, mais in fine, la Cour constitutionnelle statuera et peut-être que le président de la République va promulguer la 4e République, Inch'Allah. Cheikh Oumar, les stars de ce processus référendaire avaient un nom, la ville de Kidal. Oui. Et le taux de participation. Oui, c'est vrai, le taux de participation, comme l'a dit Ayatara, c'est un peu triste. Mais il faudrait que dans le travail à relever ce taux. Mais au-delà de tout, moi, je peux quand même parler de certains symboles. La veille de l'élection, moi, j'ai pris mon vol de retour après 3 semaines à l'extérieur. Je suis venu avec beaucoup de Maliens de la diaspora qui voulaient participer au processus de refondation et qui sont venus voter parce qu'ils n'ont pas eu entre le temps de faire le transfert dans leur pays de résidence. Ça, c'est déjà l'honneur et je profite aussi pour féliciter nos lauréats baromètres aux États-Unis, en France et en Suisse qui ont reçu, parce que là, ça veut dire qu'ils participent à la refondation de ce pays-là. Par contre, ce que je vais dire, moi je retiens 2 enseignements et 2 symboles. Oui. Le premier enseignement et le premier symbole, c'est qu'il y a une réponse des autorités à l'endroit des pessimistes qui pensaient qu'il n'y aurait pas eu d'élection, qui n'allait pas pouvoir le faire, qu'on ne pourrait pas respecter les communes. Donc ça, je pense que cette réponse a été clairement donnée et à cela, il faut tirer chapeau aux autorités de la transition. Alors, le second symbole, et c'est peut-être un symbole la réponse est beaucoup plus militaire, c'est qu'on choisit ses combats et quand on fait son combat, on le gagne. Imaginez, il y a combien de présidents qui se sont essayés à faire cela. Et donc, eux, ils ont décidé de le faire avec tous les défis. Et aujourd'hui, le bout, c'est qu'on a une constitution qu'ils ont pu mettre en place. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il y avait cette volonté de pouvoir aller vers la 4e République. Moi, ça a toujours été mon souhait d'aller vers la 4e République parce que j'ai toujours pensé que la constitution qui sera certainement caduque après la promulgation de celle-ci, parce que là, jusque-là, les résultats ne sont que provisoires, cette constitution, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes et qu'on a fait appel pour pouvoir réunir les Maliens, je pense que ça a divisé les Maliens. Donc peut-être c'est aussi pour faire un petit clin d'œil à mon ami M. Malé, qui dit que toute chose qui divise les Maliens, il faudrait l'éviter. Monsieur Debla, on se dirige irréversiblement vers la 4e République. Est-ce qu'on peut dire que Assimi Goïta a réussi là où ses prédécesseurs ont échoué finalement? J'ai un peu répondu avec sa dernière phrase. Oui, je veux votre réponse. Si le service après-vente, de ce référendum ne nous divise pas, après il y a toujours à dire sur une constitution, la 4e République a ses détracteurs parmi les consultants juridiques de RP Média. Ça a aussi des gens qui le souhaitent. Ce débat est éternel, mais encore une fois, je reviens à quand nous posons des actes, il faut que ça nous unisse. En règle générale, quand on veut changer une constitution, il faut ce qu'on appelle un bencan. Il faut qu'il y ait une raison, en fait, à laquelle tout le monde adhère. Si dans le SAV de ce référendum, on arrive à retrouver ça, ce serait bien. Si on ne retrouve pas ça, c'est qu'on aura échoué. Et mon souhait, c'est que on puisse retrouver ça. 2 secondes. Le bencan de cette constitution, il y a beaucoup d'articles qui innovent, y compris notre droit constitutionnel d'avoir des députés au Sénat. Mais il y a aussi un article qui fâche. Non, pas qui fâche, pas qui fâche, qui donne l'immunité aux soldats qui ont fait le coup d'État. Alors pourquoi pas, maintenant qu'on a passé au 4e République, que le président prend un décret pour amnistier tous ceux qui sont en dehors du pays. Ils n'ont qu'à tous revenir. Le Boubou Sissé, que je salue ici, Oumar Mariko, je salue, Tchema Iber, et tous ceux qui sont en dehors du Mali. Donc le président, Babaliba, tout le monde. Et ceux qui sont en prison? Mais aussi les libérés. Je salue ici Raspat. Si vous mettez un article pour vous amnistier du coup d'État qui est un crime indescriptible, mais aussi prenez un décret pour amnistier tous ces gens-là qui reviennent pour qu'on construise le Mali.
Ainsi, malheureusement, nous sommes malheureusement au terme de ce débat. Nos invités étaient M. Mohamed Cherif Haïdara, président du CSDM, Cheikh Oumar Soumanou, coordinateur du Baromètre, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali, qui a oublié sa cravate ce soir. Abdallah Yattara, maire en tout cas, conseiller communal au niveau de la commune 4, notre ami Yaya Malé, n'est-ce pas Yaya Malé, dit Elijah de Bla, directeur de publication de RP Média. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la ville garnison de Kati. Au revoir.